Voilà. Mais il est temps justement de parler sérieusement sécurité finalement. Dans le livre, on en parle, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, mais aussi à Bègles, où on est allé voir ce qui se passait avec une initiative assez singulière sur les enjeux justement de la légalisation du cannabis. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. L'important, c'est d'écouter Eric sur ces sujets-là. Question porte ouverte. On enfonce les portes ouvertes, mais porte ouverte parce que la réponse va être évidente, mais en même temps, c'est bien de reposer les choses et de reposer les bases. Est-ce que les écologistes sont contre la sécurité? Question donc posée par notre journaliste de CNews qui est ici. En plus d'être islamo-gauchiste, est-on pour la délinquance et est-on laxiste? Peut-être un petit panorama historique, mais dire que de fait, dans la culture écolo, qui était une culture de contre-pouvoir, de stimulus, de maires socialistes, les élus locaux que nous avions dans la plupart des villes avant 2014, évidemment, quand on est dans cette logique-là, on ne se précipite pas sur la sécurité comme thématique. On pousse les questions environnementales, quelques questions sociales, mais on pousse des questions qui sont le cœur de l'histoire de l'écologie politique. Pour autant, déjà, à cette époque-là, c'est-à-dire avant 2014, il existait une pensée écolo sur la sécurité, et notamment la FEV, avait sorti des bouquins, des petits livrets là, sur la sécurité que j'ai lus, moi, en tant que candidat, quand je me suis engagé en 2010 pour les régionales, mais après, quand je me suis orienté vers les municipales à partir de 2011, et ben, j'ai lu cette pensée et cette doctrine qui était déjà construite. Donc, elle était déjà construite à l'échelle nationale par les commissions, mais elle n'était pas traduite et portée politiquement parce que personne n'avait intérêt à porter ça. Bon. À partir du moment où on se met dans un état d'esprit de se dire qu'on n'est plus la corde de rappel d'un pouvoir néolibéral déviant, qu'on n'est plus, qu'on se dit en fait nous avons vocation à exercer le pouvoir, ben, on se saisit naturellement de ce sujet parce que c'est un sujet de la vie quotidienne et que quand vous voulez exercer le pouvoir, ben, vous balayez tous les champs de la vie quotidienne et donc vous balayez aussi les questions de sécurité. Dans les thèmes de campagne, bien sûr, mais aussi dans la pensée de l'exercice du mandat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se projette maire et qu'on dit pas tiens, je vais faire campagne pour être adjoint à je sais pas quoi, quand on se projette maire, ben on se dit tiens, je vais être chef de la police municipale. Moi je me rappelle, je marchais dans la rue quand je les voyais en train de pousser un peu vigoureusement des SDF dans la rue. Je dis, tiens, je vais être chef de la police municipale. Voilà, quand on fait les opérations, des manifs, on regarde l'ordre public, on regarde ce que fait la police municipale, la police nationale, on dit, tiens, je vais devoir dialoguer avec le préfet pour dire comment on régule. Donc, on se pose des questions différemment. Donc, ça vous trotte dans la tête différemment. Donc, vous préparez à cela. Hein. Et je pense que c'est important quand on s'engage, parce que si on fait une campagne qui n'est pas pour gagner, honnêtement, c'est pas la peine de s'emmerder à prendre cette question-là. Il faut marteler les thématiques environnementales, sociales, biodiversité, climat, énergie, etc. Si vous préparez une campagne en vous disant tiens, on va gagner la mairie et donc le maire ou la maire sera écolo, vous intégrez cette question-là au centre de vos préoccupations. Donc voilà pour poser le schéma. Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin pour cette première réponse, mais après, dans notre vie quotidienne, ça fait partie, on en parle les semaines, quoi, tout le temps, ouais, ça fait partie des sujets, mais comme on parle de l'espace public, comme on parle de la sécurité incendie, comme on parle de voilà, toutes ces questions qui ne sont pas forcément très visibles dans la vie municipale, parce que les trois quarts des gens s'en foutent. Hein. La sécurité, ça intéresse les gens qui vivent sur des points de deal parce qu'il y a des nuisances. Ça intéresse les gens sur les cambriolages dans les commerces et chez eux. Ça intéresse les gens si vous avez des problèmes d'agression physique éventuellement dans la rue. Mais tout ça, c'est très petit phénomène. Et puis après, en fait, les territoires lointains dans lesquels il y a des fusillades liées au trafic de drogue, ça intéressait personne. Ça commence à intéresser les gens de façon plus forte parce que ces fusillades
ne sont plus dans un quartier dans lequel vous n'avez jamais été à 22 heures, mais elles sont dans un endroit que vous fréquentez toutes les semaines à 17 heures. Donc tout d'un coup, vous vous dites, bah tiens, la balle perdue, c'est pas juste à Marseille qu'on en parle, mais ça peut être là où je passe avec mes enfants. Donc vous abordez, il y a ce revirement des dernières années, hein, où on a vu quand même les règlements de compte d'abord se renforcer, se rajeunir avec des gens qui sont plus armés. Il y a 25 ans, il n'y avait pas d'armes dans le trafic de drogue. L'arme, en tout cas à Grenoble par exemple, qui est un territoire historique avec une présence mafieuse assez importante, c'était proxénétisme, raquette, machine à sous. C'était là qu'il y avait de la violence. La drogue, ça vivait sans violence. La bascule, c'est dans la deuxième partie des années 2000, on a commencé à avoir des règlements de compte. Et dans l'après-Covid, où on a vu un rajeunissement, une exploitation d'êtres humains plus forte, donc des mineurs, beaucoup, des migrants, beaucoup, de l'armement qui circule, notamment après la chute du rideau de fer, évidemment, il y a une circulation d'armes beaucoup plus facile et pas chère. Et maintenant, un déport des lieux vers une sorte d'un caractère un peu ostentatoire du trafic qui se fait n'importe où, à n'importe quelle heure. Et donc avec des règlements de compte qui sont parfois en pleine journée, à 10h du mat, à 17h. Et donc vous avez vu les drames à Nîmes, il y a un particulier qui était choquant parce que c'était 17h, une mère de famille avec 3 enfants qui prend une balle perdue dans l'appui-tête de sa voiture. Bon, c'est sûr que ça marque tout le monde, ça rentre dans notre quotidien, alors qu'avant c'était un peu l'exotisme de quartier populaire où on n'allait jamais, quoi. À l'épreuve du mandat, on devient maire, chef de la police municipale, il faut créer une relation a priori idéalement de confiance avec le préfet, avec un ou une commissaire. Comment on forge finalement sa doctrine sur l'enjeu premier auquel on pense à la sécurité, qui est la lutte contre la sécurité, contre la délinquance. Et Jeanne Barséguian, dans un de nos débats, nous expliquait qu'elle s'était rendu compte qu'en prenant son mandat à Strasbourg, il avait fallu qu'elle prenne le temps de rencontrer les policiers municipaux qui s'étaient parlé trivialement, c'était tout un film sur ce qu'ils allaient devenir avec les écolos qui arrivaient à la mairie. Oui, cette partie-là, elle est nécessaire, mais en fait, elle se fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand vous arrivez, notre élan naturel d'écolo, on a quand même un côté bons élèves. Donc, on arrive, on rencontre les services, on rencontre les partenaires, on discute de qu'est-ce que vous faites, machin. Donc, en fait, ça se dégonfle assez vite. Alors, moi, j'étais en 2014, effectivement, le premier maire d'une préfecture en France. Donc, j'ai vu défiler dans mon bureau tous les visites protocolaires et les gens, à chaque fois, ils disaient, on m'avait dit que j'avais été marqué chez les fous. Et finalement, tiens, vous avez une pensée structurée. Donc, les gens, ils arrivent toujours en disant, on débarque chez les fous. Et ils ressortent en disant, tiens, finalement, ils sont pragmatiques. Ils réfléchissent, voilà, ils ont non seulement une vision, mais une mise en œuvre, et donc ça se passe plutôt bien. Voilà, nous, nos relations avec la police nationale, ça s'est toujours très bien passé, parce que dans le quotidien, le pragmatisme du quotidien, le travail de coopération, c'est notre élan naturel d'essayer de coopérer, de trouver des accords qui soient efficaces dans le cadre qui est donné, même si le cadre national qui est donné, on pense qu'il est tout pourri et que voilà, il ne conduit nulle part, à part faire vivre, émerger des animaux comme Sarkozy, Valls ou Darmanin ou Retailleau. Mais il n'empêche que ce boulot-là, il est fait facilement. Avec nos agents, normalement, ça se passe bien aussi, parce qu'on va à la rencontre, qu'on est plutôt... les maires écolos, ils aiment bien passer du temps sur le terrain, donc on se fait embarquer dans des sessions de nuit avec les policiers municipaux, on va rencontrer leur boulot comme on travaille sur les conditions de travail. Ça peut-être d'une écologie municipale qui est se préoccuper des agents, de la façon dont ils vont pouvoir mener leur travail, de leur mise en sécurité aussi, parce qu'ils sont de plus en plus exposés, malheureusement, avec des délégations, on va dire, de fait par l'État des missions de contrôle, de répression. Qu'est-ce qui caractériserait finalement particulièrement une politique écologique sur ces enjeux de sécurité? Je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est que quand on parle de sécurité, nous, notre triptyque, ce que j'avais défendu, y compris à la primaire, c'est de dire nos politiques cherchent à garantir des sécurités du quotidien pour les gens en général, à faire société autour des biens communs, du vivant, et à nourrir notre désir de sens, c'est-à-dire ne jamais oublier le côté éducation populaire et épanouissement personnel et collectif. Bon. Donc ça, c'est nos trois piliers.
Donc, dans la garantie des sécurités, évidemment, il y a toutes les sécurités. Donc, quand on parle de pollution, on parle de sécurité. Quand on parle d'alimentation, on parle de sécurité. Quand on parle de sécurité routière, à Grenoble, on a été la première ville à passer aux 30 km/h en 2015 ou 16. Bon, on a baissé de 30% le nombre de blessés. Donc, voilà, le ministère de la Sécurité routière, ils étaient super contents parce qu'ils avaient une démonstration que abaisser la vitesse en ville, ça a un effet direct qui est un effet de sécurité. On travaille sur la sécurité dans l'espace public autour du sexisme, des agressions sexistes et sexuelles en soirée. On met des médiateurs, on fait de la prévention, voilà, on a une politique naturelle qui intègre la sécurité dans une vision plus large des sécurités globales. Et qui prend en compte la sécurité aussi, les atteintes aux biens et aux personnes, qui sont ce dont parlent les médias quand ils parlent de sécurité. La deuxième spécificité des écolos, c'est qu'ils regardent ça comme une politique publique à part entière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se dire « Ouh là là, c'est un champ sulfureux où je vais me faire taper dessus par les médias, qui va être polémique, etc. » Donc, ils regardent ce qu'il faut faire, et donc, naturellement, on s'attache à quelle formation pour nos agents. Donc on est nombreux, je pense, à avoir fait pour des agents comment l'accueil des victimes, le lien police-population en les envoyant dans les collèges et les lycées, le travail. Nous, on a un partenariat avec la fondation du Camp des Milles, qui est le camp de concentration à côté d'Aix-en-Provence, qui est une fondation sur la montée des totalitarismes et donc aussi le rapport aux discriminations, etc. Donc on envoie des agents et des jeunes policiers municipaux, des agents qui travaillent avec la jeunesse et aussi des jeunes qui vont là-bas plusieurs fois par an. Donc il y a la sécurité incendie, j'en parlais, mais on est en charge de la sécurité civile. Quand on est arrivé à Grenoble, il y avait 360 sites donc, ERP qui avaient une autorisation négative de la commission de sécurité. Il y avait 10 écoles qui avaient une autorisation négative de la commission de sécurité. Donc là, il y a plus de lieux publics et on a dû tomber à maintenant une trentaine globale d'ERP qui sont encore un problème parce qu'on a fait le boulot. Voilà. Parce que en fait, les incendies, le risque incendie en ville, il est réel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas quand on est citoyen, mais quand on est maire, tout d'un coup, on réalise que il y a plein d'incendies accidentels parce que la rallonge, machin. Criminels aussi parce que vous avez un conflit de voisinage. Voilà. Bon. Donc tout ça fait partie d'une politique de sécurité. Et donc on regarde aussi les questions de formation, de conditions de travail. Nous on a refait en 2014, c'était ma première adjointe qui est maintenant députée France Insoumise de Grenoble. Donc c'était ma première adjointe qui était en charge de la tranquillité publique. On a refait les locaux de la police municipale, on a fait un gymnase, on a mis des moyens de la formation, ce qui fait que même d'ailleurs les policiers nationaux viennent se former dans nos locaux. Donc il y a tout cet espace-là qui est assez spontané parce qu'on essaye de faire des choses qui fonctionnent et qui sont efficaces de bout en bout. Mais l'autre point, c'est que ça ne nous fait pas perdre l'ensemble de la chaîne, qui est de dire on commence par l'éducation populaire, on fait de la prévention, on fait de la médiation, on fait de la répression et on fait de la réinsertion à la fin. Donc toute cette chaîne, on essaie de tenir tous les bouts de la chaîne, même si nous continuons à dire que le cadre dans lequel s'inscrit, le cadre national, puisque c'est un pouvoir régalien dans lequel s'inscrit ces politiques, est un cadre pourri, qui ne marche pas, qui n'a pas vocation à produire du résultat, mais à produire de la com, qui met en fragilité les policiers municipaux, les policiers nationaux dans le sens même de leur mission. Ils perdent le sens de leur mission parce que ils font plus que de la répression. C'est des politiques d'intervention. C'est une police d'intervention qui n'est plus une politique. Vous voyez plus de policiers nationaux déambuler le nez au vent en ville comme vous pouviez le voir il y a 30 ans. Ça n'existe plus. Si vous voyez maintenant des policiers nationaux, vous vous dites oula, je suis pas au bon endroit parce que s'ils sont là, ça veut dire qu'il se passe un truc. Il vaut mieux que je m'écarte. Ce changement de culture dans le rapport police-population, il est très perceptible. Et il touche toutes les couches de la population. Évidemment, celles qui sont discriminées parce que contrôlées 4 fois par jour quand ils vont en centre-ville, c'est une réalité. Mais aussi des gens de tout milieu qui se disent s'il y a des flics, ça veut dire qu'il se passe un truc, il vaut mieux que je parte. Voilà. Donc, nous continuons à dire, et c'est aussi pour ça qu'on est exposé, que le cadre, il va pas, qu'on est passé là en 4 ans de 60 000 personnes incarcérées à 85 000 sans que ça améliore la sécurité et la tranquillité publique. Donc voilà,
les discours velléitaires. Moi, j'ai fait mon premier tête-à-tête avec Darmanin. Il m'a dit il n'y a jamais eu de politique de fermeté en France. On va voir ce qu'on va voir. Je lui ai dit garçon, tu vois, avec tes petits bras, t'arrives après Sarkozy et Valls, tu nous fais rire, quoi. Et tu sais déjà qu'en fait, il n'en a rien à foutre, qu'il ne durera pas dans le poste et que son seul truc, c'est galvaniser une médiatisation par un discours de coup de menton qui dit avec moi, plus jamais ça. Bon, voilà, une fois qu'il l'a fait 3 fois, évidemment que les gens ils voient bien qu'avec ça, tout continue comme avant, il passe à autre chose, et puis t'as Rotaillot qui arrive et qui rejoue la même chose. Il y a une chose sur laquelle un maire et une mairie a la main, c'est sur la qualité de son espace public, sur son aménagement et comment on le rend pacifié, partagé. Et ça fait écho, effectivement, on a évoqué les points de deal au départ. Les points de deal, c'est quoi? C'est une appropriation de l'espace public par un certain nombre de personnes qui viennent faire leur trafic et qui empêchent en fait le partage de cet espace public d'une certaine manière. Est-ce qu'à Grenoble, vous avez travaillé d'une manière particulière pour travailler justement sur cette qualité de l'espace public et ce partage? Oui, déjà, l'espace public, c'était un des cœurs dans lesquels on peut retrouver toutes nos politiques en termes de cohérence. Pourquoi? Parce que c'était avant un espace de circulation qui cherchait à stimuler vos pulsions de consommation. Hein, donc voilà, de la bagnole partout avec de la publicité, pour faire simple. Et que nous, on arrive, on dit en fait, l'espace public, c'est un lieu de partage, de projet, de conflit aussi d'usage, évidemment. Et donc, on arrive, on retire la publicité, pour dire, voilà, on n'est pas là pour le. On va réduire la place de la voiture pour faire plus de place pour les piétons. Donc, ce qui favorise la marche à pied, c'est l'élargissement des trottoirs et la plantation d'arbres. Donc, voilà, on élargit les trottoirs, on plante les arbres. On fait évidemment de la mobilité active, donc marche à pied, mais aussi vélo, des transports en commun. On coupe les 2 gros axes qui traversaient le centre-ville, on les interdit à la voiture, donc ça fait hurler. Et après, plus personne ne propose de revenir. C'est ça qui est rigolo. C'est là qu'on voit qu'on bataille on a les gains de bataille culturelle. C'est que personne n'a proposé en 2020 de remettre de la publicité. Personne n'a proposé de réouvrir les 2 boulevards qui traversaient le centre-ville aux voitures. Donc on dit, là, on a cranté quelque chose. Voilà. Donc cette pensée de l'espace public, elle passe aussi par effectivement une appropriation, une tentative en tout cas d'appropriation de fonctionnement positif, qui passe par un nombre d'événements absolument incalculables dans l'espace public, festifs, culturels, conviviaux, qui passe aussi par des projets d'aménagement avec nos budgets participatifs et surtout les chantiers ouverts au public qui transforment l'espace public. Chantier ouvert au public, c'est un truc qu'on a lancé en 2018, où des habitants se saisissent d'un petit bout de ville délaissée. Hein, dans la ville, les services, ils bossent, eux, sur des gros projets. Mais par contre, le machin de 30 mètres carrés qui a la croisée de 2 rues, qui est une espèce de terrain vague, on va pas mettre des moyens, on n'a pas on est trop gros pour penser ça. Donc les habitants du quartier, par contre, ils voient bien ce truc-là et eux, ils se disent, voilà, là, on pourrait faire une tonnelle, 3 bancs, un petit endroit sympa, une boîte à livres, un lieu d'échange de gratuité. Et donc, ils arrivent avec ces idées. Et nous fournissons des métiers, puisque la chance du service public local, c'est qu'il a une couverture. Il a des électriciens, des ébénistes, des charpentiers, il a tout. Il a une qualité de métier, des architectes, etc. Donc on arrive, on amène cette compétence et on fait ensemble. Et donc on transforme ces petits bouts d'espace public. Donc ça, c'est un succès fou parce que c'est direct, c'est en bas de chez soi, ça transforme le quotidien. On est content d'y repasser. On fait de l'usage. Voilà, c'est comme quand on fait les premières places aux enfants, c'est-à-dire que les piétonisations. Au début, ça fait hurler. C'était dans le premier mandat. Hein. Faut imaginer quand même qu'on a vécu la période 2014-2020. On était les seuls écolos dans une grande ville, dans une préfecture, quoi. Et la première fois qu'on a végétalisé une cour d'école en disant on va penser avec les enfants comment on dégenre la cour d'école et donc comment on pense les rapports hommes-femmes, on s'est tapé des articles sur les wokistes machin dans les médias nationaux. Hein. Maintenant, ça passe crème. Faut dire, même des maires de droite, ils végétalisent leur espace public, leur cours d'école en pensant comment ceux qui vont jouer au foot vont cohabiter avec ceux qui vont jouer à l'élastique, ceux qui vont jouer à chat perché et ceux qui vont vouloir discuter dans un coin. Hein. Donc tout ça, il faut imaginer quand même qu'on s'est pris des backlash sur la tronche. Voilà. Et sur la sécurité aussi, quand mes collègues stressés en disant ça va être un thème de campagne de 2020,
de 2026, je leur dis, oui, bien sûr, mais quand on en est à se faire bastonner sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné un certain nombre de batailles culturelles. Parce que partout, vous n'êtes jamais content, en tant que maire en tout cas, on n'est jamais satisfait de la propreté de la ville. Enfin, c'est un réflexe, c'est une pathologie. Hein. Partout où je marche, y compris dans d'autres villes, je regarde, tiens la poubelle, machin, tiens le truc. Les gens avec qui je suis, ça les fait chier parce que partout où je marche, où je sois dans le monde, je ramasse les papiers pour les trucs machin. Donc vous développez une pathologie autour de ça parce que votre ville, à chaque fois que vous voyez un truc sale, un placard électrique pas fermé, etc., ça grince. Et sur la sécurité, c'est pareil. C'est-à-dire, vous êtes en permanence. En plus, il y a une charge mentale qui fait que il peut vous arriver n'importe quoi, n'importe quand. Et donc, vous êtes exposé à ça et vous l'avez évidemment en tête. Et nous avons vécu des drames. On a un agent qui a été abattu à 7h du matin, un agent de la propreté urbaine qui a été abattu en septembre 24. À 7h du matin, donc vous êtes réveillé parce qu'il y a un incendie de collège la nuit. Enfin, des questions de sécurité, c'est une charge mentale. Et donc, il faut avoir cette plasticité de se dire que malgré tous les articles, j'ai envoyé à mes collègues, oui, c'est mon point, les séries d'articles qu'on s'était pris en 2019-2020. Donc, que personne d'autre n'a vu parce que ça intéressait pas trop le reste des écolos de voir ce qui se passait à Grenoble, mais nous on avait voilà, le journal local qui faisait sa première page sur une agression de je sais pas qui, et donc on met la tête de mec tuméfié, et le Figaro qui faisait des articles à l'appel, et toute la presse nationale sur le fait qu'on était des beatniks islamo-wokistes, etc. Bon. Donc il faut assumer ça en disant que c'est pas la vie, enfin c'est pas ça que perçoivent les gens et que ça ne nous a pas empêché de faire 47% au premier tour en 2020 malgré tout ça. Peut-être une dernière question et puis bien sûr on va vous laisser la parole. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, on vous passera le micro. Peut-être question très basique, mais de rappel, qu'est-ce que peut et qu'est-ce que ne peut pas un maire en matière de sécurité? Il fait partie du continuum de sécurité. Donc bon, c'est un pouvoir régalien de l'État. Nous, on est en charge de la tranquillité publique et donc de prévenir les désordres publics. Il y a évidemment eu une montée en charge des polices municipales parce qu'il y a eu un retrait des polices nationales. Mais il y a eu aussi une montée en charge du secteur de la sécurité privée. Tous les agents de sécurité privée qui fouillent à l'entrée des gros événements, etc., il y a 30 ans, c'était des policiers nationaux qui faisaient ça. Donc, il s'est créé un monde qui doit embaucher aujourd'hui, je vais regarder il y a quelques années déjà, mais d'ailleurs plus de 300 000 personnes dans la sécurité privée aujourd'hui. Donc, tout ça est un changement des missions de la police nationale qui n'est devenue qu'une police d'intervention et qui en souffre en termes de sens et qui en souffre en termes de résultats, évidemment. Donc, par contre, on fait partie du continuum. Donc, nous coopérons avec la police nationale. Nous revendiquons à France Urbaine, la sauce des maires des grandes villes, d'être intégrés aux stratégies, mais ça n'est jamais fait. Nous revendiquons la transparence sur les chiffres de police nationale, qui sont cachés. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en France une répartition, un tableau qui dit voilà dans quelle circonscription de police il y a tant d'effectifs et voilà l'évolution des effectifs. C'est une information qui est cachée par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent au bruit. Donc on est tous en train d'aller supplier, moi compris, on est un peu, on dit s'il vous plaît plus de policiers municipaux, nationaux. Donc depuis 2014 je fais ça et puis les ministres de l'Intérieur disent allez en voilà 30, donc Cazeneuve on avait filé 30, après Collomb on a filé 68, Darmanin on a refilé 14 machin, qu'on voit jamais puisqu'on n'a pas les chiffres. Donc ils arrivent, il y en a d'autres qui repartent parce que mon voisin a gueulé. Donc, il déplace, c'est totalement aberrant. Et on se bat aussi pour les compagnies de CRS, puisque en France, donc, il y a les circonscriptions de police qui sont attachées à leur zone. Hein. Et après, il y a des compagnies de CRS qui sont réparties sur le territoire au bruit. Voilà. Donc, quand il y a les Jeux Olympiques ou les Gilets jaunes, on n'a plus personne. Quand il y a un quartier où il y avait en centre-ville où il y a eu plusieurs fusillades et des problèmes qui s'étaient intensifiés dans le sens où les trafiquants ayant peur de la bande d'à côté commençaient à faire des barricades non pas pour se protéger de la police mais pour se protéger de la bande rivale.
Bon, bah, là, on obtient une compagnie de CRS qui va être là pendant 2 mois, voilà. Tout en sachant qu'on va se la faire piquer après parce qu'ils ne pourront pas rester à demeure ici. Et que parfois, avoir des compagnies qui arrivent de l'extérieur pose des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas le territoire, ils ne connaissent pas les agents. Donc, on discute de ça aussi avec le directeur de la police nationale. Pour lui, c'est pas facile d'avoir des hommes qui arrivent de l'extérieur, qui ne sont pas sous son commandement permanent. Et donc, il se retrouve parfois à faire des contrôles d'identité brutaux sur des agents à nous, et donc à mettre en difficulté le service public juste par méconnaissance du territoire. Voilà. Bien, merci. À vous, si vous avez des questions, levez la main. Ou là, il y en a beaucoup trop. On va essayer d'être succinct et d'en prendre 3, essayer de regrouper un peu les questions pour répondre à tout le monde. Je commence par ce côté-là et j'irai de ce côté-là après. Oui, bonsoir. Bonjour. Une question très très précise sur l'usage et la mission de la police municipale. Quel armement, quelle mission? Est-ce qu'ils se promènent à pied, en vélo, en voiture, dans quel quartier? Et comment c'est perçu, notamment dans ce rôle préventif? Et votre question subsidiaire, relation avec éventuellement les agents de la SVP, enfin, qui s'occupent de la sécurité sur la voie publique. Eric, je suis élu d'opposition à Saint-Raphaël dans le Var, donc il n'y a que LR et RN. À chaque conseil, il te cite un exemple de ah bah oui, si c'était vous au pouvoir, ce serait Grenoble. Et Grenoble, c'est Chicago. Qu'est-ce que je lui réponds? Donne-moi des armes. Des armes tout de suite. Alors, madame, et puis après. Oui, bonjour, moi j'ai une question sur les chiffres par rapport à la sécurité avec l'extinction lumineuse, parce que c'est un projet qu'on a porté nous dans notre commune et la droite nous rétorque que ça pose des problèmes de sécurité alors qu'on n'a pas de chiffres. Il y a des études partout. Alors, on va peut-être aller déjà répondre à ces 3 questions. Si vos questions correspondaient à peu près à ce qui a déjà été posé, je vous invite à pas reposer la question et peut-être aller sur des thèmes différents pour la deuxième vague. Sur la question de l'armement, il y a 2 volets. Il y a quel armement pour les missions. Donc, quand on est arrivé, on a créé une doctrine, voilà, donc, qui, grosso modo, qui est assez détaillée, mais qui dit l'objectif, c'est d'avoir une police qui est connue, reconnue, et donc qui est capable d'aller de la médiation jusqu'à la réinsertion. On a beaucoup de tiges aussi de travaux d'intérêt généraux, hein, donc on essaie de couvrir tout le champ du spectre, mais en restant dans l'objectif premier qui est de faire de la tranquillité publique. Et donc, il y a ces missions. Et puis la deuxième chose, c'est quel outil de protection des agents. Donc là, c'est une casquette d'employeur. Donc dans cette casquette de quel armement, donc quels outils pour leur mission, nous avions quand on est arrivé des bâtons télescopiques. Non, à l'époque c'était des tonfas, des matraques, qu'on a changé pour des bâtons télescopiques à la demande des policiers, des bombes gaz lacrymo. Nous avons rajouté, à l'issue d'un travail d'1 an autour de l'armement avec la police municipale, où je dialogue avec eux, puis refait un tour de toute la doctrine là-dessus, nous avons rajouté des pistolets à impulsion électrique en 2018, notamment parce que la régulation de la vie nocturne et de la viande saoule est quand même assez exposée, et donc vous vous retrouvez avec des gens où il y a une circulation d'armes blanches aussi, et donc il faut des moyens de régulation. Nous avons une brigade canine qui est très efficace. Voilà. Et c'est pas de l'armement, mais ça fait partie des outils de régulation. Nous étions demandeurs et nous avons, avant que ça existe, et donc on fait partie de ceux qui ont poussé pour l'autorisation des caméras piétons. Donc là, c'est des caméras qui sont portées et qui permettent quand même, de mon point de vue, une régulation de dire voilà. Vous êtes filmé, j'interviens, vous êtes filmé et je suis filmé, on entend ce que je dis. Ça permet quand même aussi une régulation pour ceux qui sont évidemment en capacité d'entendre cette régulation, parce que quand on vit on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en fait pour faire n'importe quoi, ils sont déjantés, donc c'est pas ça qui va les arrêter. Hein. Et c'est pas forcément ceux à qui on pense, mais j'ai des policiers qui ont été parfois à la sortie de bar, attaqués par des nanas bourrées qui n'arrivaient pas, qui leur des coups de talon
c'est pas facile. Hein, la régulation, enfin, c'est un métier qui est de façon générale extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. La vie des policiers nationaux est extrêmement compliquée. Ils sont envoyés, donc ce caractère d'intervention permanente, c'est qu'ils sont quand même sous une pression, une menace, on leur tend des pièges, voilà, avec une menace pour leur vie. Il n'y a pas beaucoup qui meurent chaque année, mais quand même, il y a plus de pompiers, c'est sûr qu'ils sans doute de par leur mission, mais quand vous arrivez sur un site où on a incendié des poubelles pour que vous arriviez et qu'on vous balance des plaques d'égout du haut d'un immeuble, vous ne doutez pas du fait que votre vie est exposée. Hein, donc c'est un caractère très fort. Et les policiers municipaux, c'est aussi très compliqué parce que même la régulation, par exemple, des personnes sans domicile fixe est extrêmement complexe. Hein, est une des choses qu'on doit traiter, et là aussi avec l'ensemble du spectre. Donc voilà, l'arme à feu, pour moi, ça ne fait pas partie des missions, d'un outil pour leur mission. Ils n'ont pas besoin d'armes à feu pour leur mission. Ça peut faire partie d'un outil d'employeur. Voilà. Il y a des maires écologistes où la police municipale était déjà armée, d'autres où il a été décidé d'armer une certaine partie parce qu'il y avait des enjeux d'intervention. Est-ce qu'il y a une contextualisation de cette question-là? Bon, en pratique, on est tous à peu près alignés. Et il n'y a que Pierre Urmic qui a décidé d'armer sa police municipale. Le reste, il faut se dire que de toute façon, quand vous arrivez quelque part, vous n'allez pas désarmer qui que ce soit. Si vous arrivez dans une ville où la police municipale est armée, vous allez laisser l'armement de la police municipale. Si vous arrivez dans une ville où il y a déjà plein de vidéosurveillance, vous allez laisser la vidéosurveillance. Donc, il n'existe pas de descente, on va dire, dans ces logiques de montée en charge sécuritaire. Et, enfin, je pense que ça n'a pas de sens. Et quand Mathilde Panot a dit si nous gagnons des villes, nous désarmerons les policiers municipaux, y compris les candidats et les filles qui aimeraient gagner, on dit non, en fait, ça va pas. Donc, il n'y a personne qui fera ça. Après, la question, donc Pierre, lui, a pris une position difficile. Il était mis en cause beaucoup parce que, mis en cause, toujours, mais tous partout. Hein, et il a choisi, de mon point de vue, d'évacuer ce débat en disant, bah, pouf, je vais armer un bout de ma police municipale et puis n'en parlez plus. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à une politique publique. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça va amener plus de capacité de la police municipale à faire des choses qu'il ne faisait pas aujourd'hui et qui amélioreraient la tranquillité publique de l'ensemble des Bordelais. Après, il peut avoir une conviction d'employeur. En tant qu'employeur, c'est différent parce qu'on peut avoir chacun notre conviction. Moi, ma conviction, et j'ai rebossé plusieurs fois sur la question, c'est de me dire que en n'ayant pas d'armes à feu, ils sont moins exposés. Mais c'est un débat que j'ai avec eux parce que eux, il y en a plein qui veulent l'armement, il y en a qui veulent pas parce qu'ils se sentent effectivement exposés en responsabilité, etc. Et puis il y en a qui vont et viennent en fonction du débat public. Mais c'est un débat, c'est le qui est fort. Et qui est très concret. C'est-à-dire que un des exemples qu'on avait pris juste avant que je rebosse là-dessus, on a repassé 1 an de dialogue avec eux en fin de mandat la dernière fois. Il y avait un commerce, sans doute très bien sous tout rapport, mais qui a pris une rafale de Kalachnikov dans sa vitrine. Et il se trouve que les policiers municipaux étaient là 2 minutes avant, à quelques mètres. Donc leur débat, eux, c'était de me dire, on aurait été là 2 minutes avant, on se retrouvait avec le mec avec la Kalachnikov, on n'est pas armé, machin. Et moi, je leur dis, oui, mais en fait, je pense que si vous sortez votre flingue et qu'il a une calache, il va en avoir 3 d'entre vous au tapis, et je pense qu'il est préférable, si tant est que le mec qui a la calache réfléchisse, c'est tout sauf gagné, malheureusement, je me dis qu'il va peut-être vous rire au nez, mais que ça ira pas en fusillade et donc vous ne serez pas au tapis. Mais ça, c'est ma conviction d'employeur personnel, Éric Piolle, mais je me pose les mêmes sur plein de questions de sécurité où nos agents sont exposés. C'est vrai parfois pour nos placiers sur les marchés qui se font secouer. Hein, on les a équipés il n'y a pas très longtemps de dispositifs d'appel d'urgence parce qu'ils se sentent en danger. Donc cette question de comment protéger nos agents, c'est une question qui nous occupe dans beaucoup de domaines et qui parfois, on a mis une caméra dans l'état civil parce que il y a eu de la violence dans l'état civil et donc c'est compliqué. On a mis des médiateurs à la piscine municipale
Et vous avez vu que partout en France, il y a des polices des piscines qui ferment parce qu'il y a trop de troubles à l'ordre public. Nous, ça marche bien depuis 3 ans. Mais c'est-à-dire que pour protéger nos agents MNS, on met les médiateurs à la piscine. Donc cette question de protéger nos agents, et là je peux comprendre que un maire puisse se dire aussi, je pense que mes policiers sont mieux protégés en ayant une arme à feu au cas où, en cas de légitime défense. Sachant que leur cadre pour sortir une arme, il est tellement restreint qu'en pratique c'est vraiment que pour la légitime défense. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Un policier municipal aujourd'hui, il ne peut pas par exemple faire un contrôle d'identité. Il n'a pas les prérogatives de faire un contrôle d'identité. Donc on fait des demandes d'identité, mais si la personne vous dit rien à foutre, va mourir, vous appelez la police nationale, ou bien vous dites ok, merci monsieur, au revoir. Ouais, mais c'est ça les choix. C'est-à-dire que moi, je vais sortir avec la police municipale. Tu sors du commissariat, tu fais 100 mètres. Il y a un mec qui est en train de rouler sur le trottoir, qui a l'air manifestement un peu bourré. Bon, tu te dis, je l'arrête pas. Bon. Quand je suis dans la bagnole, les mecs ils hésitent encore plus. D'un côté, c'est gênant d'aller sur le parcours qui a été prévu, puisqu'ils ont des parcours prévus avec des objectifs, d'aller voir des assos, des commerces, des lieux publics où on sait qu'il y a des difficultés, etc. Donc ils ont une feuille de route pour leur mission. Et ils disent, est-ce que je sors de ma feuille de route parce que je vois un délit? Donc là, il se trouve que la dernière fois, on s'arrête. Le gars, manifestement pété, refuse de souffler dans le ballon, refuse de filer son identité. Bon, donc là, déjà, tu passes un temps certain, parce que tu discutes machin. Il veut pas, tu fais quoi? Tu le relâches pas. Donc, tu appelles la police nationale. Donc, il n'y a pas d'effectif. Donc, tu vas mobiliser une effectif, un véhicule avec 3 flics, pour venir arrêter ton mec bourré, alors qu'il y en a 10 en même temps qui sont pareils dans la ville. Ils vont venir le chercher une fois qu'ils auront fait l'émission sur lesquelles ils sont. Donc, tu vas pouvoir rôter en attendant avec ton gus pendant je sais pas combien de temps. Une fois que tu y es, tout le monde va partir au commissariat. On va le mettre en garde à vue. On va faire une déposition machin, les papiers, blablabla. On en a pour 6 heures. On l'a bouffé la journée, elle est bouffée. Donc, tu dis, est-ce que tu arrêtes l'émission sur laquelle tu étais envoyé ou est-ce que tu chopes le premier Et c'est ça les questions extrêmement concrètes. Mais c'est vrai aussi pour moi. Je suis officier de police judiciaire. Dans les premiers temps, j'ai dit, bon, je vais voir le procureur, parce que je le vois tous les mois. J'ai dit, je suis officier de police judiciaire, donc, ok, ça veut dire quoi? J'ai le droit d'arrêter. Non, et non, vous oubliez, faites pas chier. Donc, bon, ok, donc ça me permet, je fais quand même des remarques aux gens, mais je vois à chaque feu, vous posez, il y a 3 voitures qui brûlent le feu rouge. Donc, si vous les arrêtez, et les flics, ça peut être choquant de les voir laisser passer un feu rouge, mais s'ils arrêtent la voiture qui a brûlé le feu rouge, leur journée, elle est foutue, hein. Ils en font 2 dans la journée et puis ils n'ont pas fait leur mission. Donc ils se posent en permanence cet arbitrage. Moi j'ai fait une fois, je me rappelle, parce que les mecs étaient en train de détruire des jeunes entre 11 et 14 ans qui étaient en train de détruire un abribus. J'étais avec mon adjointe, Lucine, qui est là, on passe devant. Je leur dis, non les gars, ça va pas. On a 3 qui se barrent en courant, les autres qui commencent à nous insulter sur des trucs obscènes. Et tout. Bon, tu fais quoi? Tu dis non, c'est l'autorité publique, j'appelle machin, et en fait tu vas, alors qu'il n'y a pas de flic, qu'il est minuit, tu vas déranger un effectif qui est peut-être en train de faire un truc très grave juste parce que tu dis non mais moi je me laisse pas insulter devant un abribus détruit, je veux qu'ils partent les gamins de 11 ans qui soient amenés au commissariat et qu'on appelle leurs parents. C'est ça très concret. Non, après Grenoble-Chicago, on a retrouvé une couverture de Paris Match qui disait Grenoble, la ville de la peur, c'était dans les années 70. En 2008, il y avait une couverture de Libé déjà sur Chicago. Bon, voilà, ça se fait partie des légendes urbaines. Mais en fait, tu n'as pas intégré. Si tu intègres les attaques des autres, t'es cuite. Donc si tu dis, s'il dit ça, c'est quand même un peu qu'on est un peu machin, c'est cuit, c'est fini, lâche l'affaire. Ce qu'il faut que tu leur dises juste, c'est quoi vos résultats? Il y a 85 000 mecs en prison avec votre chef de file. Est-ce qu'il y a moins de fusillades? Tu fais le tour des journaux, tu vas choper 5 fusillades dans le département, dans des villes de droite. Chez vous, c'est facile, hein. Tu vois, tu prends Nîmes, LR, il se passe plein de trucs. Nice, t'as plein de fusillades. Donc la vie est pleine de fusillades. Hein. L'autre jour, j'avais une famille qui était de Lorient. Qui me dit, chez vous, la sécurité, machin, très bien. Je dis, la sécurité, c'est parce que nous, on en parle dans les journaux nationaux. Mais j'ai fait un petit check Google, j'ai tapé Lorient fusillade, j'en ai trouvé 3 dans les 3 dernières semaines. Chez toi, c'est plein de fusillades, hein. Puis c'est Lorient, hein. C'est pas
Donc là, c'est juste l'exposition médiatique, c'est tout. À Grenoble, il y a personne qui se fait, enfin pas plus qu'ailleurs, qui se fait attaquer dans la rue pour se faire. Les gens, voilà. Par contre, il y a du deal, oui, mais maintenant le deal, il est partout. J'étais là dans une ville d'une sous-préfecture du Gers il y a 2 jours, discuter avec une militante écolo là, suite au saccage de leur local à Auch. Maintenant les trafiquants ils viennent en zone gendarmerie parce que bouger de zone gendarmerie à zone police, ça désorganise les services de l'État et donc le temps que les mecs ils aient compris qu'ils passent par la hiérarchie pour qu'ils donc voilà. Donc maintenant il existe, c'est le rapport de la Cour des comptes de l'automne 23 montre qu'il y a une propagation des trafiquants dans des petites communes, non seulement de périphérie, mais dans des petites communes de zones rurales, y compris parce qu'il y a des consommateurs, mais ça suffit pas le marché n'est pas assez gros, hein, c'est un service très commercial, la drogue, mais aussi parce que c'est des points de repli où ils ont plus de cachettes, etc. Donc voilà, il ne faut pas intégrer ça, et juste dire nous tenons une politique pragmatique, nous continuons à dire que la politique répressive de la France est un échec, voilà, que tous les ministres de l'Intérieur qui sont passés sont en échec, qui font une politique que de com', et que notre politique, nous, si on était au gouvernement, on ferait une politique beaucoup plus pragmatique et efficace, on redonnerait du sens au travail des policiers nationaux, et qu'à l'échelle locale, nous travaillons tout à fait correctement. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas de problème ni avec la préfecture, sauf quand ils sont envoyés par le gouvernement pour nous taper dessus, mais ça, ils sont aux commandes, c'est la vie, et avec la police nationale. Pied, voiture, vélo, ils sont à pied, ils sont en vélo, ils sont en voiture. On a les ASVP sont très nombreux, ils sont aussi, il n'y a pas que de la répression du stationnement, mais aussi de la régulation de l'espace public. On a monté des cohortes là-dessus, et ils sont rattachés à la police municipale, hein, ça fait partie du même service. Et on avait tenté en 2014 de faire une brigade à cheval, mais pas de bol. La cavalière, première cavalière est tombée, c'était un traumatisme crânien la première semaine, donc on a rangé le cheval et depuis on s'est pas remis parce que voilà, la vie fait qu'on a d'autres choses à faire, mais voilà, donc on n'a pas de brigade à cheval, mais quand il y en a, brigade à cheval c'est génial, c'est hyper efficace. Hein. Grégory il en a mis une à la tête d'or, mais en Angleterre ça marche très bien. La brigade à cheval ça marche super, mais bon nous on a raté notre coup et on n'est pas remonté à cheval depuis. Et sur l'éclairage, moi on n'a pas fait d'extinction nocturne à Grenoble, parce que bon on est la 3e ville-centre la plus dense de France. Il y a 60 000 étudiants, il y a une grosse vie nocturne, il y a beaucoup de vélos qui circulent et je considère que dans un espace très urbanisé, c'est bien d'avoir de la lumière tout le temps. Ouais. Y compris pour les vélos parce que tu passes, tu vois pas les trous. Donc on n'a pas fait d'extinction. On a divisé par 2 la consommation, mais un peu plus. On a gagné 55% de consommation énergétique et on a divisé par 5 la pollution lumineuse en changeant 18 000 points de lumière. Donc on a fait un gros plan. C'est très efficace, très rentable. Hein, le retour sur investissement, c'est quelques années. Ça se voit depuis les montagnes. On voit, il y a eu des articles scientifiques sur Grenoble, hein, sur des spécialistes de la lumière qui montrent la tache sombre de Grenoble. Mais par contre, on n'a pas fait d'extinction. Du coup, j'ai pas regardé. Je pense honnêtement, d'abord, il y a plein de maires de droite qui ont fait d'extinction nocturne, notamment après le Covid. On a tous démarré pendant le Covid en disant que c'était du gaspillage intégral. Enfin, il y en a plein qui ont démarré, pas nous, mais et il y en a plein qui ont continué derrière, y compris dans des milieux urbains. Donc il y a des villes écolos qui ont fait ça. Nous, on l'a pas fait à Grenoble. On sentait pas, mais je pense que ça change rien, mais je vais pas regarder la question en détail. Oui, et puis concrètement, apparemment, il n'y a pas d'impact sur la sécurité. Dans une table ronde lundi, c'est ce que Jeanne Barséguin nous disait, en tout cas sur Strasbourg. Une dernière question, parce qu'on n'a pas le temps. Pardon. Peut-être que Eric pourra rester encore un petit peu pour ceux qui ont des questions à poser. Bonjour, merci Eric pour tout ce que tu nous as dit. Concernant, est-ce que tu peux nous rappeler la position de la ville de Grenoble autour de la question de la surveillance de masse? Il me semble que vous avez choisi de ne pas installer de caméras dans la ville, comme le font un certain nombre de villes. Alors, caméra de vidéosurveillance, c'est le 2e totem préféré des médias avec l'armement, de l'arme à feu, hein, parce que je rappelle que nos policiers sont armés, c'est juste qu'ils n'ont pas d'arme à feu, mais
Bon, là-dessus, l'essentiel des études montre que ça ne sert à rien. Toutes les études montrent que ça ne sert à rien dans la dissuasion. Il y a 3 volets. Hein. Toutes les études montrent que ça ne sert à rien dans l'intervention. À Grenoble, on a un cas d'école merveilleux, puisqu'en 2012, Hollande était venu d'ailleurs à l'époque, parce que c'était l'été, personne n'avait rien à faire, donc ça avait fait le sujet de l'été. Il y avait eu une fusillade, une attaque de bijouterie en plein centre-ville qui avait duré 9 minutes, qui était à peu près à 400 mètres du commissariat. Donc 9 minutes de fusillade sous l'œil des caméras, pas d'intervention policière. Alors que leur vitesse d'intervention, ils sont... la police et les pompiers, c'est quand même assez impressionnant comme organisation, et c'est rapide, hein, c'est efficace comme service public. Donc, dissuasion, que dalle. Intervention, que dalle. Et donc, reste l'élucidation. Donc, sur cette partie élucidation, d'abord, c'est pas du ressort des maires. L'élucidation, c'est la justice. Donc, moi, je leur dis, vous êtes sympa, vous nous demandez de mettre des caméras partout. Mais en fait, c'est pour le système judiciaire. Donc, si vous demandez de financer la justice, vous pourriez aussi nous demander de financer des juges. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, quand les ministres de l'Intérieur disent s'il y a des problèmes de sécurité, c'est la faute des élus locaux, on pourrait aussi avoir le ministre de la Justice qui dit si les temps de justice sont trop longs à Grenoble, c'est à cause des élus locaux. Il pourrait avoir la même chose, c'est le même débat. Hein. Donc ça, c'est une chose, et nous ne sommes pas en charge de l'élucidation. Donc si la justice en France considère qu'il faut des caméras partout pour l'élucidation, alors ayons un débat national et que le ministère de la Justice couvre la France de caméras de vidéosurveillance. J'ai gardé une phrase dans l'interview du procureur de la République à Grenoble qui était assez merveilleuse. Dire, en tant que procureur, je voudrais une caméra derrière chaque citoyen. En tant que citoyen, je me questionne. Et ben voilà. Et j'ai gardé aussi une autre merveilleuse interview du préfet. Il a dit peut-être que les études disent que ça sert à rien, mais bon sens dit que ça marche. Donc là, j'ai dit, bah ok, donc parfois j'ai du mal à me retenir, je suis un peu sarcastique, moi, hein, donc il faut, mon humour n'est pas du tout à faire en public, mais en privé, une fois, j'ai dit, bah, et moi, mon bon sens, monsieur le préfet, me dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais la science m'a expliqué qu'en fait, c'est la Terre qui tournait. Mais c'est vrai que mon bon sens me dit, je le vois, hein, tous les matins, il se lève et il se couche. C'est bien la preuve. Donc, on en est là. Mon tête-à-tête avec Retailleau quand il est venu à Grenoble est absolument spatial. Absolument spatial. Le mec commence par me dire, très convivial, hein, c'est un vrai facho, mais par contre il est très poli, cordial, je veux dire, on peut discuter, voilà. Il me dit, j'aimerais vous convaincre que la sécurité et la vidéosurveillance, c'est important. Alors, je lui dis, monsieur le ministre, la sécurité, vous n'avez pas besoin de me convaincre, parce qu'en fait, je suis maire, à la différence de vous, qui n'avez jamais été, qui n'avez jamais exercé des responsabilités municipales, et donc, ça fait partie de notre quotidien. Donc, effectivement, c'est important. Sur la vidéosurveillance, j'aimerais vous convaincre qu'il faut lire les études scientifiques. Le champ de la sécurité n'est pas étranger à la science. Et il me dit, oh, la science. Les royales. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Les mecs te disent qu'en fait, ils en ont rien à foutre de la science, qu'ils regardent pas les résultats, et que bah, ça fait de la gesticulation. Sur laquelle la gauche a une responsabilité. Je dis aussi, hein, si vous voulez aller plus loin sur mon blog, sur mon site, il y a plusieurs articles sur la sécurité, notamment une interview de Libé que j'avais faite et que j'ai publiée de façon inextensive, tellement ils travestissent mes propos. Donc là, j'ai dit, ok, je vais faire le script moi-même et je vais publier l'interview réelle qu'il y a eu entre Charlotte Bélaïch et moi. Enfin, c'est absolument stupéfiant de voir qu'ils écartent la science en matière de sécurité. Et puis je leur dis, si la question c'est la sécurité et la vidéosurveillance, c'est la sécurité, et que finalement la question de la surveillance, c'est pas grave parce qu'ils disent toujours si vous êtes innocent, machin, je leur dis, bah, mettons des caméras dans l'espace privé, puisque l'essentiel de la violence est là. La violence physique, elle est là. Elle est dans l'espace privé. L'inceste, le viol, c'est dans l'espace privé. Les féminicides, pour les 3/4, c'est dans l'espace privé. Donc je dis, on met des caméras partout chez vous, et le jour où votre gamin dit, bah tiens, grand-père il m'a touché, et ben on aura les images. Et tant qu'il n'y a rien, bah il n'y a rien. C'est juste, vous vivez sous une caméra, mais c'est pas grave. Et là, on s'attaque au gros morceau de la sécurité, effectivement. Et si vous allez dans l'espace public, attention, je leur disais ça en 2014, ils ricanaient. Mon frangin était en Chine à l'époque.
Vous voyez, je peux vous raconter l'histoire. C'est vous mettez des caméras, après vous pouvez faire de la reconnaissance faciale, pourquoi ne pas le faire? Vous pouvez sanctionner automatiquement, pourquoi ne pas le faire? Mais chez nous ça n'arrivera jamais, machin. Parce que mon frangin, il a vécu la période où ils ont commencé à mettre des caméras partout à Shanghai. Donc au début il y avait des caméras partout. Après quand il traversait en dehors des clous, il y avait sa tête sur un petit panneau qui disait Dominique, t'as traversé en dehors des clous. Et puis après il prenait des prunes, voilà. Et puis après ils ont inventé le permis à points, permis de vie à points, qui fait que vous avez plus le droit de vous déplacer si vous perdez vos points. Bon. Et il n'y a pas de raison qu'en fait ça soit différemment. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des gens à regarder des caméras pendant des centaines d'heures alors qu'en fait on peut faire de la reconnaissance faciale? Et pourquoi, à partir du moment où je fais la reconnaissance faciale, je vais déterminer les crimes et les délits qui vont être reconnus par la reconnaissance faciale, et ceux on va dire non mais c'est pas grave, c'est interdit mais c'est pas grave. Donc pourquoi est-ce qu'on verbaliserait pas quelqu'un qui jette un papier, puisqu'on peut le choper, un chien qui fait caca qui est pas ramassé, quelqu'un qui traverse en dehors des clous, tous les mecs qui brûlent les feux rouges. Pourquoi s'arrêter? Donc il faut aller sur la vidéosurveillance, il faut aller sur cette confrontation qui est une confrontation de vision de société, de se dire, voilà, une société sans crime et délit, ça n'existe pas. La question c'est quelle est la justice et quelle est la police que l'on met en face. Et quels sont les moyens que l'on met en face. Donc on ne lâche pas, après on est pragmatique aussi, hein. Il y avait 70 caméras à peu près, enfin, il y avait une cinquantaine, mais une série de 30 en installation quand on est arrivé, on a installé ces 30, et on est passé de 70 à 120, parce que ça fait aussi partie, on disait qu'on coopère avec la police nationale, ça fait partie aussi de notre dialogue. Voilà, donc, et puis on en met, je disais que ça ne sert pas pour l'intervention, ça sert quand même un petit peu quand dans les gros lieux publics, en fait, parce que vous voulez savoir si il y a un bazar parce qu'il y a des feux en panne, ou un tram qui est en panne, ou deux manifs qui se rencontrent, ou est-ce que c'est deux alcoolos qui se bastonnent, ou deux bandes de 10 qui sont en train de se frapper. Donc il y a cette petite partie de la régulation publique, un des points stratégiques où il y a du monde, c'est quand même un outil qui nous permet de faire de la régulation de l'espace public. Donc voilà où on en est. Je conclue là-dessus, mais ces deux hobbies-là, il faut être là aussi très pragmatique et surtout lisez quelques études et puis interpellez vos... L'autre jour, j'étais au tribunal, il y avait la rentrée solennelle du nouveau procureur, et donc je me fais interpeller évidemment par les magistrats. Et qui me dit... Et oui, interpeller, non, je me fais alpaguer, quoi, à l'apéro, quoi. Les mecs qui disent ah mais quand même machin. Je leur dis mais vous avez lu les études? Magistrat, hein. Je dis mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Pourquoi est-ce que vous continuez à porter des discours qui ne sont pas étayés sur un peu de matière, de production intellectuelle? Il y a quand même il y a pas grand monde qui bosse là-dessus, hein, mais il y a quand même quelques gens qui ont permis ça, et puis il y a l'expérience anglaise qui est assez intéressante parce qu'eux, ils avaient couvert leur ville et leur doctrine de la gestion d'espace public est une doctrine très intéressante avec de l'histoire derrière. Aujourd'hui, bosser un petit peu, ça mange pas de pain quand on est juge. Donc on a des conversations qui sont un peu provocatrices comme ça, mais parce que je leur dis, ben voilà, non, moi en plus je suis écolo, c'est vrai qu'on a une tendance à s'appuyer sur la science, y compris en matière de sécurité. Merci beaucoup Eric. Merci. Et je passe la parole à quelqu'un pour...